Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est avec un immense bonheur que je salue nos nombreux festivaliers rassemblés derrière leur écran le temps de cet entretien présenté dans le cadre de la 11e édition du Festival Québec en toutes lettres, qui nous a fait vivre, disons-le, bien des émotions au cours des derniers mois, des dernières semaines, des derniers jours même. Dès le début de la pandémie, l'équipe s'était rassemblée avec la conviction qu'on souhaitait présenter un festival au public. On était convaincus de la nécessité de faire rayonner la littérature, de donner la voix aux écrivains et aux écrivaines d'ici. Je tiens donc à remercier nos nombreux partenaires qui ont rendu cette édition possible, notamment BCF Avocats d'affaires, présentateur, partenaire de cette série d'entretiens, ainsi que la Ville de Québec, le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres du Québec et Patrimoine canadien. J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir discuter avec deux écrivaines de talent que j'apprécie particulièrement, dont je suis religieusement les nouvelles parutions. Deux écrivaines qui construisent patiemment une œuvre marquante, distinctive, originale à bien des égards et qui collectionnent les reconnaissances depuis leur arrivée dans le monde des lettres. Martine Desjardins, nous vous parlons aujourd'hui de votre résidence à Mont-Royal. Bonjour. Bonjour. Catherine Leroux, nous vous rejoignons dans votre demeure de Montréal. Bonjour, bienvenue au Festival Québec en toutes lettres à vous deux. Merci. C'est un plaisir d'être ici. Merci beaucoup. Donc, avant d'aller plus loin, laissez-moi vous présenter brièvement. D'abord, vous, Martine Desjardins, vous êtes née à Mont-Royal en 1957. Vous y vivez encore, on vient de le mentionner. Dans la Après même des... maison. Pardon? Dans la même Dans maison. la même maison, en plus, voilà. Après des études en littérature et en langue, vous vous êtes dirigé vers le milieu des médias. Vous avez notamment travaillé pour le magazine Clin d'œil ainsi que pour le magazine Elle Québec. Vous avez bifurqué plus tard vers l'actualité où vous avez agi comme rédactrice, réviseur, recherchiste. Vous y avez également tenu la passionnante chronique livre pendant de nombreuses années. C'est avec la quarantaine, en 1997, que vous avez publié votre premier roman aux éditions Leméac. Ça s'appelait, et ça s'appelle toujours, Le Cercle de Clara. La critique applaudit. Vous devenez immédiatement une voix attendue, un statut que confirme la parution de votre deuxième roman, L'élu du hasard, publié aussi chez Leméac en 2003 et dont la traduction anglaise a valu à David Hommel le prix du gouverneur général. Et Fred Reed. Oui, absolument. Suivent L'Évocation en 2005, Prix Ringuet, et Maleficium en 2009, qui marque votre passage aux éditions Alto et qui vous vaut le prix Jacques Brossard de la science-fiction et du fantastique, une récompense que vous récoltez 7 ans plus tard également à la parution de votre roman La Chambre verte. Et cet automne, ces jours-ci, en fait, vous publiez le passionnant Méduse que je recommande à tous et à toutes. Donc voilà, de votre côté, Catherine Leroux, c'est en 1979 que vous voyez le jour sur la rive nord de Montréal. Vous grandissez à Rosemère. Vous étudiez la philosophie, pratiquez de nombreux métiers. Vous dirigez également vers le journalisme. Au début de la trentaine, en 2011, vous publiez votre premier roman, La marche en forêt, aux éditions Alto. Comme Martine Desjardins, vous connaissez une reconnaissance immédiate, unanime. 2 ans plus tard, vous sortez Le Mur mitoyen, qui remporte le prix France-Québec, en plus de vous valoir une nomination au prix Giller dans sa traduction anglaise. La cadence se maintient parce qu'en 2015, on a la chance de pouvoir découvrir Madame Victoria, qui vous vaut le prix Adrienne Choquette. Et vous publiez cet automne votre quatrième ouvrage qui s'appelle L'avenir. Donc, c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir vous accueillir toutes deux dans le cadre de cet entretien croisé où j'essaierai peut-être de voir ce qui vous distingue, évidemment, mais surtout ce qui vous unit. Je suis d'ailleurs curieux, vous vous connaissez bien, là, vous deux, là, non? Catherine? On se connaît virtuellement par le travail littéraire. On s'est connus un petit peu plus cette année parce qu'on a travaillé ensemble. Martine, peut-être que tu veux compléter. J'ai eu la très grande chance et le très grand bonheur d'avoir Catherine comme lectrice, comme directrice littéraire sur mon manuscrit. D'habitude, je travaillais toujours avec Antoine et puis là, j'avais un peu d'appréhension, mais finalement, ça a été un travail merveilleux. Et puis maintenant que j'ai lu le livre de Catherine, je me rends compte à quel point il y a tellement de correspondances, bien que nos univers soient diamétralement opposés.
Absolument. Donc, Moi, ça a été une façon incroyable d'aborder son œuvre par le truchement de sa direction littéraire. C'était une expérience assez formidable. On y reviendra tout à l'heure parce que vous évoquez un point qui m'a également marqué parce que vous êtes vraiment dans des univers différents, vraiment des propositions très campées chacune de votre côté. Mais malgré tout, ces points de rencontre-là sont assez flagrants à mon sens. J'ai hâte qu'on en discute tout à l'heure un peu davantage. D'abord, j'aimerais peut-être rentrer là, par le début. Chacune de votre côté, peut-être me parler un peu de votre enfance, parce que je suis curieux de voir comment l'appel de la littérature s'est imprégné en vous. Martine, de votre côté? Moi, ça a été dès la naissance, je pense. Ma mère avait un diplôme en bibliothéconomie. Il y avait une bibliothèque dans la maison. On avait des livres. Mon père avait des comptes ouverts dans 3 librairies où je pouvais entrer, acheter n'importe quoi, mettre ça sur le compte de papa. C'est vraiment, Une on n'avait chance. aucun autre luxe dans la maison. Mon père était très, très proche de ses scènes, mais pour les livres, il n'y avait aucun problème. Donc, puis ma mère, au début, a guidé mes lectures, mais très, très vite, j'ai développé ma propre curiosité. Premièrement, il y avait beaucoup de livres dans la maison. Elle nous amenait à la bibliothèque aussi. Donc, ben, je pense que toute mon enfance a été vraiment des contes de fées, la mythologie. Beaucoup, beaucoup, jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Puis là, finalement, on m'a dit, ben Martine, laisse donc les contes pour enfants et tout ça. Puis là, j'ai fait, ah, OK. Là, j'ai plongé tout de suite là, dans André Gide, Jean-Paul Sartre et Albert Camus. Alors, c'était comme, Wow! la coupure a été assez raide. Mais toute mon enfance a été bercée vraiment par les contes de fées, la comtesse de Ségur, etc. Avez-vous un contact similaire de votre côté, Catherine, ou c'est une Ben, entrée bien différente? en fait, ça m'a fait sourire parce que ma mère travaillait dans une bibliothèque aussi. Donc, je me reconnais un peu dans ce que Martine raconte. Nous, on n'achetait pas de livres, par contre. On était religieusement du côté des bibliothèques. Acheter un livre, c'est encore dans ma famille perçu comme une espèce de luxe incommensurable ou presque. Pourtant, on n'était pas une famille dans le besoin, mais un livre, c'est quelque chose qui s'empruntait, qui s'échangeait, qui circulait. Mais il y avait tout de même une petite bibliothèque dans ma maison avec les classiques. Donc, moi aussi, j'ai lu beaucoup, beaucoup. Quand j'étais petite, je lisais énormément de BD, beaucoup les livres de la courte échelle, les bibliothèques roses, les comtesses de Ségur, moi aussi. Puis, pour moi, ce versement vers la littérature plus adulte que Martine décrivait, ça s'est fait à travers la poésie. Donc, moi, c'est beaucoup ça qu'il y avait dans la bibliothèque de mes parents, Baudelaire, Rimbaud, Néligan, etc. Fait que je suis rentrée un peu par cette porte-là, mais très rapidement, tu sais, je pense que, donc, ma mère particulièrement, là, qui lisait beaucoup puis qui voyait mon intérêt, tu sais, elle m'a fait lire. Je me souviens, celle-là m'a marqué plus que les autres. Elle a décidé, quand j'avais 11-12 ans, de m'apporter le grand cahier d'Agatha Christophe, mais elle ne l'avait pas lu. Il y avait clairement des choses là-dedans pour lesquelles je n'étais pas prête, mais en même temps, je trouve que c'est un cadeau immense à faire à un enfant de lui dire, mais ce livre-là est difficile, puis je te fais confiance, tu vas être capable de passer au travers, puis tu vas être capable de l'apprivoiser, puis de gérer l'information qu'il contient, tu sais. Puis ils deviennent, dans le fond, des moments clés dans le parcours d'un lecteur ou d'une lectrice. Là, la découverte, Clairement. vous l'évoquiez également, Martine, c'est quand même un saut important de passer des contes, légendes vers Gide, vers Sartre, mais ça marque assurément le parcours de la lectrice que vous êtes devenue. Mais à notre époque, il n'y avait pas de littérature jeune adulte, là, puis mon Dieu, qu'on était donc bien débarrassés de ça parce que on pouvait vraiment entrer dans la littérature adulte tout de suite. Mhm. Je trouve que c'est une bonne façon d'appréhender le monde de, et d'essayer de comprendre ce qui se passait autour de nous à l'adolescence. Moi, je ne sais pas, être dans des séries fantastiques, Hunger Games, c'est un peu une perte de temps. Mhm. Est-ce que ce grand contact avec la littérature que vous aviez dès votre plus jeune âge a suscité cet intérêt-là vers l'écriture? Est-ce que vous saviez très tôt que vous aimeriez, que vous souhaitiez devenir écrivaine? Martine?
Moi, je pense que c'est arrivé. Je pense que quand j'ai lu Boris Vian, j'ai compris que c'est quelque chose qui pouvait m'intéresser. Puis c'était une écriture que j'avais envie d'essayer aussi. Puis je pense que c'est lui qui m'a donné envie d'écrire. Puis ensuite, toutes les nouvelles fantastiques, Edgar Poe aussi. C'était soudainement, ça me suscitait une espèce de tempête dans un crâne, là, puis il fallait que les phrases sortent. Et vous, Martine? Et vous, Catherine? Moi, j'ai commencé à dire que je voulais écrire des livres en deuxième année du primaire. Puis je me rappelle vraiment très bien des premières fois où on m'a demandé d'écrire des compositions à l'école, là, puis ça ressemblait à rien d'autre, rien d'autre que je connaissais par rapport à tout ce qu'on nous demandait de faire à l'école. Pour moi, ça, c'était clairement à part. Il y avait un plaisir qui n'avait rien à voir avec tout le reste là-dedans. Et si je me souviens bien, c'était la première. J'ai eu une très, très belle leçon d'écriture très jeune. Donc, moi, j'étais très dans la lune à l'école. J'écoutais pas toujours super attentivement les consignes. Et la première composition qu'on nous avait demandé de faire, j'avais pas écouté qu'est-ce qui était là, les paramètres, puis tout ça, quelle sorte de personnage, puis bon, tout ça. Fait que j'ai écrit autre chose. Puis là, à mi-chemin, je me suis rendu compte, ah, zut, je suis vraiment pas dans le sujet. Fait que là, j'ai essayé comme de ramener un petit peu ma petite composition de 1 page et demie, on s'entend, là, vers le sujet imposé. Puis j'étais sûre d'avoir échoué parce que j'avais fait ça tout croche, puis j'avais pas bien écouté. Puis finalement, j'ai eu la meilleure note de la classe, puis le prof a comme encadré parce que c'était original. Puis je pense que ça a été tellement important pour moi que la première fois où j'ai essayé d'écrire quelque chose de mon cru, j'ai pas bien écouté les consignes, j'ai pas fait ce qu'on me demandait et j'ai été récompensée pour ça. Ça a comme mis la table pour le reste, je pense. Au début, de façon très inconsciente, mais je suis sûre que ça a joué sur la suite des choses. Et pourtant, quand vous avez décidé de poursuivre vos études, vous êtes allé davantage vers la philosophie. Pourquoi pas directement en littérature? J'ai fait un cégep en lettres, puis j'ai étudié 6 mois dans un programme littéraire à l'université. Il y a deux choses. Premièrement, moi, tout le travail d'analyse littéraire, puis d'auto-analyse aussi, c'était quelque chose que je trouvais extrêmement paralysant. Je sais que c'est très nourrissant pour beaucoup de gens, là, puis je n'ai pas de jugement sur ce processus-là, mais pour ma part, ça m'empêchait d'écrire, ou en tout cas, ça m'empêchait d'écrire comme je voulais. Je pense que ça a été important que je le fasse un peu, puis que je comprenne de quoi il s'agissait, mais rendue à l'université, on dirait que là, j'ai eu un trop-plein de ça. Et j'avais pris un cours de philosophie cette année-là, puis j'avais presque coulé. Là, j'étais vraiment pas bonne. Puis on dirait que j'avais vu ça comme un défi, puis je m'étais dit non, OK, c'est vers ça que je vais aller. Puis rétrospectivement, je pense que je suis allée là-dedans aussi parce que là, à ce moment-là, c'était pas le texte lui-même que je voulais questionner, c'était les grandes questions qu'il y a derrière ces textes-là qui nous intéressent, qui nous passionnent, qu'on a envie de lire. Ça a toujours été un peu une tendance naturelle aussi à oui, mais pourquoi, oui, mais pourquoi, oui, mais pourquoi, down the rabbit hole. Fait que je pense que j'ai trouvé ma place en philo. Puis ça a été, ça ressemble à un détour, mais en réalité, moi, je suis juste allée plus proche de ce que je voulais devenir, je pense. Mm-hmm. Alors que pour vous, Martine, ça a été vraiment le saut en littérature. Bon, mais il y avait quand même cet intérêt-là qui vous a En fait, accompagné j'ai pour vos commencé études. mes études en art parce que je voulais vraiment aller en peinture. Et puis après 1 an, j'avais l'impression que mon cerveau était en train de stagner. Et ce dont j'avais besoin de textes. Je voulais analyser des textes. C'est pour ça que je suis allée en littérature. Et là, j'ai mordu dedans. J'étais complètement passionnée. J'ai fait des études en russe parce que je voulais pouvoir lire Dostoïevski dans le texte. C'était vraiment mon but. Après ça, ben, moi, j'ai trop d'intérêt dans la vie, j'ai trop de curiosité. Et puis là, tout à coup, je me suis laissée distraire par l'italien. Je suis allée étudier en Italie, et puis là, c'était l'histoire de l'art et tout. En fait, tout mêlé.
Et puis, être capable de comprendre les films italiens dans la langue et tout ça, ça m'intéressait. Puis après ça, quand j'ai décidé d'aller faire la maîtrise en littérature comparée, là, je voulais vraiment étudier l'humour chez Dostoïevski. J'avais vraiment besoin de me plonger dans les textes extrêmement profondément pour essayer de comprendre les mécanismes de la forme romanesque. Moi, c'est vraiment la forme romanesque qui m'intéressait, qui m'a toujours intéressée. Donc, il y avait ce désir de décortiquer les mécanismes mis en place Voilà. pourquoi, en fait, pour vous les approprier à vous, ou c'était vraiment simplement Non, pour... non, pour trouver la clé du mystère. Ouais. Parce que chaque œuvre est comme toujours quelque chose d'absolument émerveillant. Puis on ne sait pas par quel bout le prendre. Et puis on découvre une couche, puis après ça, un deuxième niveau, un troisième, un quatrième, un cinquième. Et pour moi, c'était ça, c'est l'impression de rentrer dans la profondeur des choses, dans des choses quasiment ésotériques où le lecteur de surface euh, peut pas entrer. Mhm. Donc, avant de venir à la publication de vos premiers ouvrages respectifs, vous avez toutes les deux bifurqué vers l'univers des médias, le milieu des médias. Qu'est-ce qui ne vous a pas comblé là que l'écriture romanesque a permis d'atteindre? Martine, je vous vois rire. Je m'excuse. Mais moi, je travaille dans les magazines féminins. Et puis, magazine féminin, ben, c'est toujours la nouveauté, mais dans le fond, c'est toujours cyclique. Hein. C'est-à-dire que j'ai fait de tout. J'ai fait des bonnes vignettes de mode, j'ai fait des articles de beauté, j'ai fait le courrier des lecteurs, j'ai fait des articles de psycho, de n'importe quoi. Je veux dire, c'est pour apprendre à écrire de tout, c'est une école formidable. Mais évidemment, quand ça fait le troisième article sur le bronzage, on est obligé à un moment donné, c'est comme. On a fait le tour de la question très vite. Vraiment. Mhm. Puis de Mais votre côté. c'est une bonne école parce qu'il faut, dans un article de magazine, quand on fait la révision, il faut avoir l'amorce, il faut avoir l'accroche, il faut la suite logique aussi, le respect du lecteur. C'est extrêmement important, le respect du contrat avec le lecteur. Euh, puis ça, je pense que pour un écrivain, c'est une très bonne école. Mhm, absolument, j'en doute aucunement. De votre côté, Catherine, davantage le journalisme un peu plus traditionnel, non? Un peu plus, oui. J'ai travaillé, j'ai pas travaillé très longtemps en journalisme, peut-être 4 5 ans. J'ai travaillé dans les hebdos de quartier, ce qui a été, je suis d'accord avec Martine, une école formidable en journalisme, parce que dans un hebdo de quartier, on est souvent la femme à tout faire. Euh, mais aussi pour ce qui est de l'écriture elle-même, comment synthétiser des idées, comment écrire efficacement, comment évoquer beaucoup en peu de mots, parce que souvent, moi, je suis, bon, j'écris pas des romans très courts, là, vous le savez, donc je ne suis pas du genre à me ramasser. Fait que ça m'a un peu domptée là-dessus. Euh, pourquoi? Je ne dirais pas que j'ai pas trouvé ce que je cherchais là-dedans. C'est sûr que moi, je voulais écrire des romans. C'était ça le but numéro un dans ma vie, mais je n'étais pas sûre si j'y arriverais, si c'est quelque chose qui fonctionnerait dans ma vie. Donc, j'ai décidé de m'en aller vers le journalisme un peu par esprit pratique. Et j'aimais ça. J'aimais beaucoup le travail journalistique. Je n'avais peut-être pas exercé assez longtemps pour avoir l'impression de tourner en rond, comme Martine disait. J'aurais peut-être atteint ce point-là à un moment donné. C'est plus que quand j'ai enfin terminé un premier manuscrit puis qui a été publié, je ne voyais pas comment ces deux vies-là pouvaient cohabiter. Je n'étais pas capable de. J'aurais pas pu me donner un petit peu à l'une ou à l'autre. Euh, il fallait que je choisisse entre les deux. Donc, j'ai continué à faire les deux à temps partiel pendant quelques années, puis à un moment donné, j'ai décidé d'essayer de gagner ma vie. Bon, on s'entend, je ne gagne pas ma vie comme écrivaine, mais je gagne ma vie dans le monde des lettres. Tu sais, je fais de la traduction, je fais de la révision, ce genre de choses-là à côté. Mhm. Bon, on aura l'occasion d'en rediscuter un peu plus tout à l'heure, mais c'est clair que j'imagine l'accueil de votre premier roman, La marche en forêt, a quand même
vous a quand même confirmé le chemin que vous entrepreniez parce que vous avez reçu un accueil formidable au moment de l'apparition de cette histoire familiale que j'ai relue avec grand bonheur. On est presque 10 ans plus tard, malgré tout, que j'ai relu avec grand bonheur, qui demeure tout à fait pertinent d'actualité aujourd'hui à bien des niveaux. Donc, une histoire familiale racontée en morceaux fragmentés là, par différentes personnes qui composent ce clan familial. Pour vous, elle est venue où, l'impulsion pour la marche en forêt? Les livres qui ont suivi ont été plus prémédités, réfléchis longtemps d'avance, planifiés. La marche en forêt, je ne sais pas d'où c'est venu. J'étais au chômage, j'habitais à Toronto, je ne connaissais pas grand monde parce que ça faisait pas longtemps que je vivais là. J'écrivais toujours un peu, on the side, comme on dit, sans vrai projet. Puis à un moment donné, j'ai commencé à écrire, puis c'est devenu le premier paragraphe de La marche en forêt. Puis on dirait que les personnages me sont venus un peu d'eux-mêmes. Ça a été très beau comme expérience parce que c'est ça. J'avais aucune intention de commencer un roman cet été-là, puis c'est devenu un roman. Je pense, avec le recul, que le fait d'être loin du Québec, c'est peut-être ça qui m'a poussée à écrire sur le Québec. J'avais une espèce de distance qui me permettait de voir des choses que je ne voyais pas auparavant. Peut-être que je m'ennuyais un peu aussi, fait que je voulais me replonger dans ce monde-là. Puis l'idée d'un roman familial, pour moi, c'est la chose la plus naturelle un peu. Je pense qu'écrire sur la famille, c'est ce qu'on connaît le mieux, c'est ce qui nous a forgés, c'est ce contre quoi on se bat. Fait que j'avais toutes ces années de bagages-là accumulés, bien qu'il ne s'agisse pas du tout de l'histoire de ma famille, mais on dirait que ces réflexions-là ont pris forme presque spontanément. Là. Mm-hmm. Pour vous, l'élément déclencheur doit être quand même différent pour votre premier roman, Martine Desjardins, parce que c'est quand même, le cercle de Clara, je l'évoquais d'entrée de jeu, on suit pendant 3 mois dans la campagne néo-écossaise de la fin du 19e siècle, un cercle de familles et d'amis qui gravitent autour de Clara, de son époux Edmond, là, Edmond qui soumet assez cruellement, assez tristement son épouse à un destin troublant, horrible. Il y a quand même un élément de recherche, de préparation qui est différent. L'élément déclencheur vient d'ailleurs, probablement. Je ne sais pas, je travaillais encore chez Elle Québec quand j'ai commencé ce roman-là. Je prenais le train, je passais dans le tunnel pour me rendre au travail, puis je ne sais pas, c'est dans le train, dans le tunnel que j'ai commencé à écrire. J'avais besoin de m'évader. Puis pour moi, je veux dire, c'est une constante dans ma vie. Je lis pour m'évader, j'écris pour m'évader. La réalité, la normalité, ça m'emmerde. J'ai besoin d'aller ailleurs. J'ai besoin de me retrouver. D'ailleurs, quand je commence un roman, la première chose que je pose, c'est le décor. J'ai vraiment besoin de... Je sais que je vais passer 3-4 ans dans une place, donc il faut vraiment que je me sente bien pour avoir envie de retourner à tous les jours. Puis, je ne sais pas, je vais toujours dans des endroits lugubres et sinistres. Je ne sais pas. C'est le genre de place où il peut se passer des choses, j'imagine. Puis les romans partent toujours de ça. Donc, je ne sais pas, Clara, c'est comme cette maison isolée au bord de la mer où le personnage pouvait être dans une grande solitude. Je pense que ça me comblait à l'époque. Quel regard vous jetez sur ce premier livre-là que vous avez écrit, Martine? Ben, c'est un livre extrêmement instinctif parce que le premier roman, c'est fantastique parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on va faire, puis on peut tout faire, puis on voudrait tout mettre dedans. Puis effectivement, je puisais toutes sortes d'inspirations partout et puis c'était un sac où je ramassais tous mes objets de curiosité, les anecdotes, n'importe quoi. J'ai tout mis. J'avais pas l'impression je ne travaillais pas dans un cadre, j'y allais vraiment instinctivement. Donc, j'ai beaucoup d'affection pour ce roman-là à cause de ça, l'espèce d'état de fébrilité, de très grande liberté dans laquelle j'ai écrit. Mm-hmm. Probablement, je me questionne parce qu'en tant que créatrice,
Est-ce que justement le travail qui entoure la création d'un premier roman euh, définit la façon dont vous attaquez à chacun de vos romans depuis? Vous comprenez-vous ce que je sous-entends ici? Ah, ça serait donc pratique, ça, Dominique, si on pouvait faire ça. Mais non, Non? malheureusement, chaque roman est un nouveau problème et quelque chose il faut se débrouiller, il faut tout réapprendre, en fait. C'est sûr qu'on a des bases, on a des trucs, mais en fait, ce qu'on a appris, c'est comme le général qui combat toujours la dernière guerre. Enfin, on n'est jamais préparé pour le nouveau combat. Ben, probablement aussi que l'accueil, parce que je l'évoquais d'entrée de jeu, l'accueil de vos premiers romans respectifs a connu quand même un excellent accueil, un bon succès critique, déjà des reconnaissances qui ont été associées. Euh, J'imagine qu'on ne peut pas tout à fait écrire de la même façon par la suite, Catherine. Non, c'est sûr que ça m'a joué dans la tête, si on veut, là. Mais je pense que c'est pour ça que j'ai voulu sortir le deuxième, puis après le troisième, en fait, si rapidement. Premièrement, moi, j'étais sur une lancée, là. Je venais d'avoir une espèce de permission. Oui, tu seras publié, tu seras lu, fait que go, tu sais. Mais aussi, oui, je pense que je voulais un peu échapper à ce que je percevais qui pouvait devenir un peu paralysant, voire presque une psychose, là, penser à son lecteur versus en écrire un premier et ne même pas savoir si ça va franchir les limites de vos propres mains, tu sais, c'est complètement différent. Euh, donc oui, mais c'est ça, j'essaie toujours de me mettre dans une espèce de posture où même si je sais, par exemple, je travaille avec Antoine depuis presque 10 ans, donc je sais qu'est-ce qu'il va me dire, je sais qu'est-ce qu'il va me, l'éthique qu'il va vouloir corriger. J'ai cette conversation-là en tête, mais j'essaie le plus possible de rester avec moi-même, en tout cas pour les premières étapes, parce que sinon, je n'y arriverais pas, je pense. Euh, ouais, je dirais que ça a eu un impact, cette réception-là dont vous parlez, a eu un impact beaucoup plus positif que négatif. Ça, c'est certain, parce que ça m'a La fait. validation. Oui, c'est ça. Ça m'a comme. Tu sais, c'est comme si tu joues tout seul, tu te parles tout seul pendant des années, puis là, tout d'un coup, tu partages ça avec quelqu'un, puis tu te fais dire non, non, c'est pas tout dans ta tête. Là. Il y a quelque chose ici que d'autres personnes peuvent trouver intéressant. Donc, ça a été un moment très, très important pour moi. Un élément qui est très présent dans chacune de vos œuvres, c'est cette capacité à vous renouveler. On s'entend là, puis on l'abordait aussi au départ que bon, on reconnaît la signature Martine Desjardins, on reconnaît la signature Catherine Leroux, on reconnaît l'esprit, mais c'est chaque fois, malgré tout, un dépaysement. Martine, de votre côté, après le cercle de Clara, ça a été l'élu du hasard, un genre de triangle amoureux qui nous amenait en Europe pendant la Première Guerre mondiale. Euh, L'aspect de la quête d'un trésor perdu. Ensuite, c'est l'évocation où là, on revient dans Bellechasse. Moi, je me trouve actuellement dans Bellechasse, donc Ah oui? dans un territoire qui m'est Ah, sûr. familier, où on entremêlait bon, histoire et fantastique autour. Bon, le sel, notamment, occupait une place importante dans ce récit-là. On s'entend qu'on est complètement ailleurs que dans le cercle de Sarah. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous de dépayser le lecteur? Est-ce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, que vous cherchez d'abord à vous dépayser vous-même? Ou Ce que je cherche, c'est des terrains inexplorés, tout d'abord. Puis mes deux, c'est ça qui m'a intéressée parce que euh, j'avais le personnage de Méduse qui a été beaucoup utilisé en art plastique, en art décoratif, mais en littérature presque pas. Et puis, euh, et puis il y a le fait aussi que c'est un roman raconté par un monstre, un roman d'horreur raconté par le monstre lui-même, qui ne s'est pas fait vraiment non plus, peut-être une ou deux nouvelles où on trouve une occurrence comme ça. Donc, il faut vraiment que ce soit un terrain qui n'a pas été défriché, où est-ce qu'on va pouvoir
sortir de quelque chose de nouveau. Je peux pas, je pourrais pas retourner dans mes vieilles ornières, Parce qu'il certainement y a pas. des écrivaines, il y a des écrivaines et des écrivains qui creusent un même sillon constamment tout au long de leur œuvre. Mais il ne faut pas avoir l'illusion aussi. Je veux dire, c'est sûr que les contextes sont très différents, mais dans le fond, que plus j'écris, plus je me rends compte que j'écris tout le temps le même livre. Je veux dire, c'est toujours les mêmes obsessions. Les personnages euh, vraiment enfermés dans leur solitude et puis Donc, il y a des sillons que vous ouais, empruntez, mais ouais, dans des décors, dans des environnements qui sont chaque ouais, fois ouais. Ça a nouveaux l'air et très différent, puis après ça, avec le recul, je fais comme ah oui, finalement, ouais, ben je vous avez produis les raison qu'il y mêmes a quand même affaires. des thèmes très présents dans votre Ouais, œuvre. L'isolement en est un, ouais, notamment depuis le cercle de Clara, en fait. ouais. Méduse, parlons-en peut-être un peu, Martine Desjardins. Donc, votre nouveauté qui paraît ces jours-ci, c'est l'histoire d'une jeune femme, vous le disiez, qui s'est surnommée Méduse, qui, en raison de ce qu'elle appelle ses difformités, ses écœuranteries, ou bon, une variété d'appellations tout au long du roman. Donc, tout part des yeux horribles qu'elle aurait, qui se trouve donc Méduse chassée du foyer familial, qui est enfermée dans un institut pour jeunes filles mal formées, où elle n'a qu'en tête l'idée de fuir ce lieu imaginé pour le bonheur de certains bienfaiteurs, qui s'adonnent à des jeux cruels avec les protégés, avec les jeunes femmes qui se trouvent dans cet institut. L'élément déclencheur, il était où pour vous dans ce cas précis? Ben, encore une fois, le décor. Puis, mais écoutez, c'est un roman de monstre, puis c'est un roman, c'est une créature hybride en elle-même parce que c'est sorti de deux idées différentes. C'est-à-dire, j'avais commencé un espèce de roman d'apprentissage qui se passait dans une maison close très cruelle et très perverse. Puis, évidemment, au bout de quelques mois, je me suis laissée papilloter par un autre intérêt. Là, je commençais vraiment à m'intéresser à la figure de la Méduse, qui est une figure mythologique extrêmement forte parce que c'est un monstre féminin terrible. Mais c'est une créature aussi extrêmement tragique. C'est-à-dire qu'elle n'est pas née monstrueuse, elle a été changée en monstre alors qu'elle était une jeune fille d'une grande beauté. Pourquoi? Parce qu'elle a eu le malheur de se faire violer dans le temple d'Athéna, ce qui est un sacrilège épouvantable. Et évidemment, le violeur s'en est sorti, puis Méduse a écopé en étant transformée en monstre. Donc, il y a toute une dimension tragique. Je ne comprends pas pourquoi la littérature ne s'est pas jetée là-dessus, parce que c'est quand même absolument fascinant. Et à partir de ces deux idées-là, je disais, est-ce que je pourrais garder mon idée de roman d'apprentissage, mais de le faire que ce soit l'apprentissage du monstre finalement, et mettre ça dans quelque chose de fondamental, aux bases mythologiques, dans le cadre d'un roman d'horreur gothique. Ouais. C'est des éléments absolument disparates. Le roman est hybride, c'est un vrai monstre, c'est une créature hybride, c'est ça que j'aime en partant de la femme. Oui, c'est un roman qui dérange à bien des égards, puis qui suscite bien des émotions. On en reparlera un peu plus dans quelques minutes. Catherine Leroux, de votre côté, la nouveauté, c'est l'avenir. L'avenir qui nous amène dans un détroit fantasmé, un lieu presque post-apocalyptique en mon sens, marqué par les conséquences des crises bon, économiques, écologiques, sociales qui ont frappé le lieu. On suit d'abord un personnage féminin qui s'appelle Gloria, qui vient s'installer dans la maison de sa fille, Judith, récemment tuée. Gloria part à la recherche de ces deux petites filles qui sont disparues après le décès de leur mère. Et elle se trouve soutenue par une communauté hétéroclite qui est assez serrée, qui s'entraide. Et parallèlement, ben, on suit un groupe de jeunes enfants, des laissés-pour-compte qui vivent en totale autarcie dans ce lieu intriguant, les Ravins, qui se situe en bordure de la rivière Rouge. Puis la troisième partie du roman là, amène la rencontre entre l'univers des enfants et l'univers des adultes, avec tout ce que ça implique comme choc.
pour vous, il est venu d'où ce roman, Catherine Leroux? Il est venu de beaucoup d'endroits à la fois qui ont fini par se rencontrer. Je pense qu'à la base, il y a tout le questionnement par rapport à l'environnement, puis à ce qui est en train d'advenir de la planète, qui était très présent. C'est le premier roman que j'ai écrit en tant que mère de 2 enfants, et pas que des bébés, là, des enfants qui parlent, qui se questionnent, qui regardent le monde et tout. Donc, c'est sûr que ça a joué énormément. C'est pour ça qu'il y a autant de personnages d'enfants aussi, parce que pendant toute la période d'écriture de ce roman-là, ma vie était peuplée d'enfants. Je dirais que le point, l'étincelle de départ, bon, il y a eu une histoire que moi, je collectionne beaucoup les faits divers. C'est souvent comme ça que je construis mes romans. Il y a eu l'histoire, donc, de ces 2 adolescentes et de leur mère. Je n'en dis pas plus, mais qui m'avait beaucoup marqué. Juste pour mettre un peu de contexte, c'était une situation où la mère qui avait un problème de dépendance consommait littéralement toutes les ressources familiales et il n'y avait plus rien pour les enfants. Et ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué. Je sais que c'est une histoire malheureusement assez commune, mais la façon dont elle s'était déployée dans la vraie vie m'avait paru vraiment fascinante, choquante, mais fascinante. L'autre étincelle, ça a été cet été-là, je me promenais beaucoup à l'extérieur, puis je cherchais un peu les coins plus abandonnés de la ville, le bord de la voie ferrée où j'allais souvent marcher, les terrains vagues, etc. Puis je trouvais ça vraiment beau de voir comment, en fait, dès qu'on ne surveille pas un petit coin de ville, même si on a l'impression que nos villes sont tellement contrôlées puis tellement domestiquées, aussitôt, il y a comme un arbre qui pousse, il y a de la nature qui s'installe de façon assez rapide et têtue et exubérante. Puis je me suis mis à beaucoup remarquer ça. Fait que c'est un peu le paysage. Martine, tantôt, parlait de paysage. C'est un peu ce paysage-là qui s'est installé en moi. Les coins les plus abandonnés des villes et comment ils redeviennent presque bucoliques spontanément. Et au même moment, j'ai découvert un documentaire qui s'appelle Détroit, ville sauvage, qui parlait justement de ce phénomène-là, mais à beaucoup plus grande échelle, dans la vraie ville de Détroit. Et c'est un peu comme ça que toutes ces idées-là se sont arrimées. J'ai commencé à lire sur Détroit, à aller voir des photos. Éventuellement, j'ai visité Détroit. Je suis tombée follement en amour avec ce lieu-là, oui, un lieu, vous disiez, c'est une version fantasmée de Détroit, mais je n'ai pas eu à inventer ou à extrapoler tant que ça parce que c'est véritablement un lieu que j'ai visité cet endroit-là avec une amie qui avait été à Beyrouth, puis elle a dit la seule comparaison qui me vient en tête, c'est Beyrouth après la guerre. Ça a l'air d'avoir connu la guerre, ça a l'air d'avoir été dévasté, et pourtant, il n'y a pas eu une violence directe, il y a eu beaucoup de violence indirecte, il y a eu énormément de racisme qui est rentré en ligne de compte, mais les conséquences sont presque les mêmes. C'est une ville où les rues sont défoncées, où la pollution, il y a des tas de déchets toxiques qui s'empilent près des quartiers résidentiels sans aucune espèce de protection entre les deux. C'est une ville qui a été abandonnée par les gens et les gens qui sont restés ont, comme dans mon livre, dû faire avec les moyens du bord et se montrer extrêmement débrouillards pour faire survivre leur quartier. C'est un peu comme ça. Vos deux romans sont très collés d'ailleurs aux préoccupations actuelles. Bon, vous l'évoquiez, la question de la dramatique liée aux crises économiques, écologiques surtout. On sent beaucoup cette présence-là liée au changement climatique dans votre texte, Catherine Leroux, aussi à la vie qui s'infiltre et qui se diffuse là où on ne l'attend pas nécessairement. De votre côté, Martine Desjardins, il y a toute la question du rapport au corps, la place des femmes aussi qui est abordée. Que peut, selon vous, la fiction pour ces prises de conscience-là? Quel rôle, pourquoi ces sujets-là se faufilent-ils dans vos œuvres actuellement? Martine? Ben, Même si c'est un sujet qui est présent, là, on l'évoque depuis le moi, début c'est de depuis votre le œuvre. début. Ouais. Depuis le début, c'est la psyché féminine qui m'intéresse parce que c'est ce que je connais. La relation aussi de l'influence du corps sur cette psyché. Et Ouais. puis,
dans ce monde où l'image est encore plus prépondérante qu'elle n'a jamais été, où les jeunes filles sont extrêmement influencées par des critères de beauté qui sont complètement aberrants. La relation d'une femme avec le miroir, la notion de monstruosité, la notion de défaut physique que les gens vont remarquer et sur lesquels on va être jugé. Tout ça, évidemment, me préoccupait, mais c'est venu comme c'était quand même en arrière-plan. Parce que pour moi, le regard de la média, c'est tout ce qui paralyse. C'est tout ce qui fait honte, c'est tout ce qui fait qu'on ne se sent pas qu'on se sent écarté d'un groupe social. Et aujourd'hui, plus que jamais, il y a ce phénomène-là de bullying et mais ça s'applique aux femmes, ça s'applique à n'importe qui, ne fait pas dans le moule, là. Oui, bien, encore plus aux femmes, malgré tout, là, parce qu'on on le voit, là, la condition de la femme, c'est également un élément qui se retrouve en filigrane, Catherine Leroux, dans votre œuvre également, là, les abus dont certaines sont victimes, les carcans qu'on leur impose. On le sait, on est dans une époque où la prise de parole, l'affirmation est importante. Est-ce que pour vous, Catherine, c'est important d'y contribuer d'une façon ou d'une autre? Ou... Oui, mais je pense que cette question-là, particulièrement, je l'ai beaucoup plus explorée dans Madame Victoria, Absolument. le roman Ouais. précédent. Je ne le vois pas comme « il y a cet enjeu qui me préoccupe et pour lequel je veux, au sujet duquel je veux ajouter ma brique à l'édifice. » C'est pas que je trouve pas bien de faire ça ou que mon travail puisse avoir cet effet-là, mais au départ, moi je me perçois comme auteur, puis je pense que c'est vrai de beaucoup d'autres écrivains. Comme on était des espèces de membranes ou de canaries dans la mine ou bon, prenez l'analogie que vous voulez, mais on vibre ou on résonne un peu en fonction de ce qui se passe autour de nous, de ce qu'on vit intimement nous-mêmes, mais aussi de ce qu'il y a dans l'actualité, dans l'air du temps. Et après, s'il y a une responsabilité de l'auteur, c'est de répondre à cette espèce de vibration-là. Je m'en viens ésotérique, mais de répondre à cet appel-là ou à ces questionnements-là, puis de rentrer dedans à sa manière et d'apporter son point de vue. Mais tu sais, on me demande beaucoup en ce moment, bon, l'avenir, il y a un message écologique. J'ai pas voulu écrire un message, j'ai voulu contribuer à une conversation, puis j'ai voulu surtout prendre acte et rendre compte de ce que moi je vis, de ce que moi j'observe et de ce que je vois autour de moi aussi. Toute cette histoire de ce qu'on doit à nos enfants, de ce qu'on doit aux générations futures, c'est pas que moi comme mère, c'est tous les gens autour de moi, tous ceux qui côtoient des jeunes enfants, qui se questionnent sur sur ces choses-là, vivent beaucoup d'anxiété en ce moment, puis c'est quelque chose que je sens foisonner autour de moi, donc c'est ça aussi que j'ai voulu mettre, mais après, tu sais, est-ce que je souhaite que ça ait un impact précis sur la scène politique? Je ne sais pas. Je pense que plus on est de gens à discuter de ces sujets difficiles, de ces sujets importants, mais plus la conversation avance et plus idéalement, comme peuple, on avance aussi. De toute façon, c'est des enjeux qui étaient présents en filigrane tout au long depuis votre premier roman, parce que dans La Marche en forêt, bon, il y en a un personnage qui est condamné en prison pour viol, notamment. C'est quand même des enjeux qui étaient présents en filigrane. Donc, cette façon de capter l'environnement dans lequel vous trouvez influe certainement sur la façon dont vous écrivez et dont on ne peut qu'écrire d'une certaine façon. Un autre thème quand même qui vous rassemble dans vos derniers romans respectifs,
c'est la question de la maternité brisée, la maternité difficile. On le sait, Méduse est abandonnée par sa famille. Il y a un regard très froid de sa mère également sur elle. Catherine Leroux, de votre côté, Judith qui néglige ses enfants, qui a ses propres enjeux, mais pour qui la maternité n'est pas nécessairement positive. On rencontre des enfants maltraités, abandonnés, laissés à eux-mêmes. Pourquoi l'abandon d'une mère vous interpelle-t-il, Catherine, d'abord? Au risque de décevoir les Freudiens qui nous écoutent, ça n'a rien à voir avec mon parcours à moi, mais pour moi, je pense que c'est plutôt, tu sais, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, je m'intéresse aux cassures entre les générations. Puis mon instinct, là, parce que j'ai pas théorisé là-dessus tant que ça, c'est que c'est un peu une partie des problèmes qu'on vit comme société, c'est il y a une désolidarisation des générations entre elles. Pas au niveau individuel, mais au niveau plus macro. Je veux dire, si on se préoccupait vraiment des générations qui vont suivre ou des générations précédentes, bien, il n'y aurait pas tant de gens qui sont morts dans les CHSLD au printemps et il n'y aurait pas tant d'enfants dont on se demande si ils vont avoir encore un monde dans lequel vivre quand ils vont être rendus à l'âge de ceux qui sont présentement au CHSLD. Vous voyez ce que je veux dire? Mm-hmm. Et pour moi, je pense que c'était ça que j'ai tant mis dans l'avenir particulièrement. Comment faire en sorte que ces générations qui se sont fait violence les unes les autres puissent se réparer. Il y a un peu de désespoir dans l'avenir, je crois, parce que sinon, les personnages d'enfants n'auraient pas à avoir recours à ce qui est ni plus ni moins du terrorisme pour obtenir ce qui leur est dû. Absolument. Mais on le sent malgré tout chez vous là, avec une belle sensibilité, tout ce sens de la communauté, de la solidarité, de l'art, parfois fragile d'apprivoiser l'autre aussi. De votre côté, Martine Desjardins, c'est un peu différent parce que pour moi, il y a quand même cette idée-là que les personnages ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour survivre. Est-ce que je me trompe? Mais c'est la vie, ça. C'est la vie, Dominique. Mais moi, j'aimerais relever un point. Je trouve que pour moi, le point le plus commun entre le livre de Catherine et le mien, c'est au niveau de la langue. Et je trouve, premièrement, elle s'est donné la permission de créer un langage hors de toute règle de français. Et moi aussi, je crois que toutes les deux, on a un sens de rébellion face à la pureté ethnique de la langue française, de la belle écriture, de tout ce qu'on nous a montré. Par exemple, la première chose à laquelle j'ai été confrontée dans mes disques, c'est à peu près 250 fois le mot « yeux ». Puis en français, on n'est pas supposé répéter les mêmes mots. Puis yeux, ben oui, on peut dire les prunelles ou les quenouilles, mais mettons que les synonymes sont très limités. Fait que j'étais obligée d'inventer des mots. Puis pour moi, c'est important aussi que vu que c'était écrit par un once, que le texte soit monstrueux, qu'il y ait dans son ADN des tares congénitales. Et quelle plus belle tare congénitale pour un écrivain québécois que les québécistes, quand on nous demande d'écrire en langue en français international, c'est des choses honteuses. Les onomatopées, ça fait toujours un peu incongru. Les barbares, c'est tout ça. Et je pense qu'on a une attitude un peu rebelle dans ces livres face au dictat de l'Académie. Et puis moi, je trouve que c'est très réfléchissant parce que c'est notre devoir d'écrivain de créer des mots, d'enrichir la langue, de trouver des nouvelles façons de dire. Et d'ailleurs, Catherine, j'ai fait une lecture extrêmement étrange de ton livre parce que je l'ai commencé, j'avais Gloria, j'avais Eunice, j'avais Détroit. J'ai vraiment pensé que tu avais trouvé une façon absolument géniale et inédite de traduire le parler américain de Détroit.
j'étais tellement éberlée. Puis là, tout à coup, je suis arrivée à la page 50 où est-ce qu'on parle de l'histoire de la fille. J'ai fait « Oh, là, je me suis vraiment trompée. » Alors, je l'ai repris la lecture, mais ça marchait quand même. Là, mon problème, j'ai dit « Mon Dieu, comment ils vont faire pour traduire ce livre-là? » J'ai aucune idée. Mais je pense que nos romans se rejoignent vraiment sur ce petit point, en fait, ce grand point-là qui est très important. Oui, oui, ça c'est indéniable. Je pense que les lecteurs et les lectrices vont prendre un plaisir fou à découvrir. Ça, on est quand même habitué avec vous deux, mais cette qualité-là de l'écriture, le grand travail, vous évoquiez dans le fond, Martine, le fait de la langue imagée, développée par Catherine Leroux, parce que vous prenez comme prétexte que Détroit est demeuré une ville francophone. Donc, ça fait partie de son histoire, hein, fondée par un francophone, mais que cette trace-là francophone est demeurée au fil du temps, ce qui amène cette langue vraiment fascinante. Parlez-nous-en, Catherine. En fait, ce qui est arrivé, c'est que c'est drôle parce que au début, j'allais écrire sur Détroit. Ça n'allait pas être un Détroit fictif. Mais comme disait Martine, mes livres se passent souvent sur un territoire interlinguistique, si on veut. Et pour ramener tout sur le même plan, quand j'écris les dialogues, bien, justement, je me sens un peu condamnée à adopter une espèce de français international. Parce que c'est sûr que je ne vais pas mettre des mots de joie dans la bouche d'un personnage qui, en réalité, s'exprime en espagnol ou en anglais. Mais ça m'emmerde profondément d'écrire des dialogues en français international. J'ai l'impression que ça me casse toute possibilité de rentrer dans le côté un peu plus viscéral des échanges ou d'être drôle. Donc, je me suis dit, oh non, pas encore. Je ne me fais pas ça encore cette fois-ci. Et à partir du moment où j'ai décidé que tant pis, je vais les écrire en joual, ces dialogues-là, bien là, on dirait que naturellement, j'ai compris que ça allait être dans une version fictive de Détroit et que j'allais créer mon Détroit alternatif. Et du coup, ça m'a ouvert plein de portes au niveau du récit puis de la narration. Tu sais, j'ai pu aller ailleurs complètement. Ça m'a offert une grande liberté. Donc, c'est un peu drôle comment ces choses-là se sont placées. Mais donc, cette langue-là, j'ai commencé par écrire ces dialogues-là en joual. Puis après, je me suis dit, non, ça ne marche pas. Ça ne peut pas être la même langue qu'on parle à Montréal ou au Québec parce que c'est pas la même langue qu'on parle. Dans le sud de l'Ontario, juste à côté de Détroit, on ne parle pas le français de la même façon. On ne parle pas la même façon à Saint-Boniface. On ne parle pas de la même façon à Moncton. Donc, il a fallu que j'imagine un peu à partir de ce que je savais sur le français franco-ontarien, comment le français de Détroit lui-même aurait évolué. Parce que l'idée, c'est que si Détroit était restée canadienne et donc francophone, il y aurait eu un pôle d'attraction linguistique beaucoup plus grand. Donc, il a fallu que je transforme un peu la langue qui existe déjà là-bas. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai choisi de faire. Donc, j'ai créé des néologismes. Je suis allée puiser dans le répertoire dans le répertoire des expressions et du vocabulaire local, traditionnel. J'ai créé beaucoup d'anglicismes. Puis ça a donné ça. Mais je voulais juste, avant de terminer, revenir sur ce que Martine disait, parce que je suis d'accord avec toi, il y a une rébellion par rapport à la pureté ethnique du français. Mais je pense aussi, moi, le lien que je voyais entre nos deux romans, c'est aussi la rébellion. Ça se traduit dans une rébellion de nos personnages. À un moment donné, Méduse, elle décide de sauver, ce qui est déjà une immense rébellion, et elle découvre son propre pouvoir et elle décide de s'en servir pour se défendre, pour se venger, pour asseoir sa puissance comme personne. Et c'est un peu ce que mes personnages d'enfants font aussi. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y avait le même espèce d'esprit, pas vengeur, mais c'est des personnages qui, à la base, à la fois Méduse et mes petits-enfants, n'ont aucun pouvoir, n'ont aucun contrôle sur leur destinée. Et c'est un peu par une espèce de forme de violence ou en tout cas d'utilisation des pouvoirs qui leur sont propres qui réussissent à reprendre le contrôle. Je trouve ça intéressant qu'il y ait un parallèle entre la rébellion langagière et la rébellion de certains de nos personnages. Le voyez-vous aussi, Martine? Oh, absolument, absolument, parce que c'est vrai, moi, avec Méduse, la raison pour laquelle elle est comparée aux animaux méduses, c'est que
elle n'a aucun contrôle sur sa vie, elle va au fil des courants. Et la seule chose qui peut la défendre, en fait, c'est une défense assez passive, puis avec les moyens du bord. Et puis les enfants dans le parc aussi, ils reviennent à une espèce d'esprit naturel. Moi, c'est ça que j'ai adoré dans ce parc. En fait, je trouvais que c'était un Éden pour ces enfants-là, de pouvoir être dans cette nature plutôt que dans la ville. En fait, j'étais assez contente pour eux. J'ai adoré les pages qui se passaient dans le parc pour ça. Oui, oui, c'était vraiment. Puis même me confronter au choix, bon, on n'en parlera peut-être pas trop parce qu'on va laisser le plaisir aux lecteurs et aux lectrices de le découvrir, mais confronter au choix d'y rester ou pas, certains veulent garder ce contact certain avec la nature. Parlez-moi brièvement peut-être un peu de votre processus d'écriture parce que dans les deux cas, il y a un travail de recherche, de préparation important. Vous, Martine, il y a justement ces références d'une richesse incroyable, ces détours dans des avenues qu'on ne voit pas venir. Comment vous travaillez? Parce que c'est quand même, bon, entre vos deux derniers romans, il y a eu quand même 4 années, donc 4 années consacrées à l'écriture de ce texte-là. Je suis curieux de vous entendre. Oh. Oui, c'est beaucoup de travail, mais enfin, je ne sais pas, ça dépend des romans. Ce roman-ci m'est venu comme un rêve un peu. OK. C'est-à-dire que tous les éléments étaient là, mais il n'y avait aucune suite logique. Puis j'ai tout. En fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai passé mes 4 ans à intervertir des chapitres, des paragraphes, des phrases dans les paragraphes. Il n'y a rien qui était à la bonne place. Les paroles n'étaient pas dans les mots des bons personnages. C'était juste comme un fouillis. Mais c'est sûr que quand je pars sur un thème, ici, il y avait le thème de Méduse, donc c'est sûr qu'à cause de l'analogie de forme et l'étymologie du mot Méduse, tout ça, donc j'essaie de rassembler des idées comme ça. Je pars sur des thèmes, je fais des associations, des rapprochements, des trucs comme ça. Donc, puis on commence sur les méduses. Ce n'est pas un sujet qui m'intéresse a priori, absolument pas. Je n'avais pas de curiosité, j'avais que du dédain pour ces choses-là. Puis finalement, bon, quand on est écrivain, on est obligé de s'intéresser à des choses qui ne nous intéressent pas vraiment parce qu'on a des détails techniques à régler. Puis soudainement, on en trouve une porte, puis là, c'est tout un monde. Puis là, c'est comme la fascination de l'anatomie des méduses, les gens qui se sont intéressés, les naturalistes, etc. Puis on ouvre une porte, puis on trouve un monde, puis on rentre, puis on se perd. C'est pour ça que ça prend. Dorénavant, et vous accompagne, parce qu'on voit derrière vous des représentations de méduses d'ailleurs. Oui, bien ça, j'en parle dans le roman, et c'est la page couverture a été faite d'après des planches anatomiques d'un naturaliste allemand qui s'appelait Haeckel, qui était un homme formidable qui a travaillé toute sa vie à essayer de dessiner ces animaux qui est indessinable. Absolument. De votre côté, Catherine, le travail était aussi très important. Là. Vous êtes allée sur le terrain, vous avez parlé, vous avez consulté plusieurs ouvrages sur le sujet. Oui, j'ai commencé par lire énormément sur Détroit. Je savais que qu'il fallait que j'y aille. Mon Dieu, j'ai bien de la misère à conjuguer, je vais reprendre. Je savais qu'il faudrait que j'y aille éventuellement, mais je voulais me documenter beaucoup avant. J'y suis allée. Je vous dirais que malgré toutes mes lectures, ce qui a été le plus illuminant, éclairant, ça a été des discussions que j'ai eues avec des historiens, des chercheurs, des locaux finalement, avec qui je m'assoyais puis je disais, bon, je vous demande d'extrapoler avec moi. Puis tout le monde s'est prêté au jeu avec énormément d'intelligence. Ça a été super. Donc oui, beaucoup, beaucoup sur l'histoire de Détroit. Ce qui était difficile pour moi, c'était que, bon, quand on pense à Détroit, on pense souvent
à la crise économique, aux usines de voitures qui ont fermé, etc., etc. C'est vrai que ça a joué un énorme rôle là, dans le dépeuplement de la ville, mais ce qu'on sait moins, c'est à quel point le racisme et l'intolérance ont joué sur le déclin de la ville. Ça a été les quartiers de Détroit, ça a été une série de combats successifs pour empêcher les familles noires ou les familles immigrantes, mais particulièrement les familles noires, de s'installer dans le quartier. Et là, dès qu'une famille s'installait, bien là, les Blancs fuyaient vers la périphérie. Puis là, la périphérie devenait un petit peu plus attrayante ou abordable. Alors là, les familles de personnes non blanches venaient s'installer. Et là, il y avait une refuite. Et puis, il y a eu beaucoup d'émeutes parce que les communautés noires étaient, ben, le sont encore. Là, je veux dire, on en a des exemples encore aujourd'hui avec le mouvement Black Lives Matter puis toutes les meurtres qui sont commis par la police. Mais il y avait une énorme pression qui était mise, particulièrement dans les années 60, où là, c'était un gros boom économique pour Détroit et on voulait empêcher les Noirs de vivre à l'intérieur de certains quartiers. Donc, évidemment, il y avait beaucoup trop de pression et il y a eu un soulèvement à un moment donné. Et ça a été comme si la population blanche plus aisée, les gens qui détenaient les cordons de la bourse, ont comme puni ces communautés-là de s'être rebellées finalement. Et la grande question pour moi, c'était, mais comment je rends compte de ça, comment je rends justice à ça dans un contexte où ben là, la démographie de la ville est peut-être un peu différente si c'est resté francophone. Donc, je me suis beaucoup posé des questions. Tu sais, au début, ce qui devait être des enjeux économiques et environnementaux sont rapidement devenus des enjeux sociaux. Puis ça m'a beaucoup fait réfléchir à... Tu sais, je faisais beaucoup de parallèles avec ce qui est arrivé à Montréal, avec les référendums, etc., etc. Et finalement, j'espère que j'ai réussi à installer ça en filigrane parce que c'était le fruit de mes recherches. L'histoire de ces villes-là, c'est beaucoup moins des histoires de malchance ou de désastre économique que des histoires de tensions sociales entre différents groupes. Mm-hmm. Oui, c'est vraiment tout à fait bien rendu. Je peux vous le confirmer. Je suis persuadé que Martine hoche de la tête également avec moi. Le temps de conclure approche déjà. Je serais peut-être curieux d'aborder un élément quand même important dans votre travail, Catherine, qui touche justement le rôle que vous jouez parallèlement dans le milieu littéraire. Vous l'évoquiez d'entrée de jeu. Vous avez collaboré avec au texte de Martine Desjardins. Donc, vous agissez aussi comme éditrice chez Alto. Vous êtes également traductrice, notamment de Madeleine Thiem, qui vous a valu le prix du gouverneur général en traduction l'an dernier, en 2019, je crois. Oui, c'est ça. Ainsi que Shawn Michaels et d'autres noms. Comment ce travail-là, parallèle dans le milieu, nourrit votre propre travail? Mais à chaque fois qu'on occupe une fonction différente autour du livre, c'est un point de vue différent qui s'installe, puis c'est une façon de réfléchir qui se met en place. Donc, la traduction, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris une certaine agilité dans l'écriture, parce qu'il y a des choses qui ne se disent pas d'une certaine façon d'une langue à l'autre. Donc, il faut être beaucoup plus créatif avec nos tournures de phrases, etc. Et aussi, je pense que de chaque auteur que je traduis, je prends des petits plis sans le vouloir, mais j'intègre des techniques d'écriture de façon presque inconsciente. L'édition, c'est plus nouveau. C'est sûr que j'ai l'impression d'avoir livré un manuscrit beaucoup plus ordonné que ce que je fais d'habitude parce que là, je suis habituée à voir comme les manuscrits des autres puis à voir comment ça s'ordonne. Je dois dire que Martine est extrêmement ordonnée. En tout cas, moi, je suis rentrée un peu en fin de parcours dans le processus, mais son manuscrit était très organisé déjà, puis il y avait presque rien à faire. Là. Mais je pense aussi que ça me donne juste une empathie encore plus grande, puis une affection encore plus grande pour les auteurs, ce travail-là. De votre côté, Martine, ça a été longtemps. Là, vous avez fait non. C'est pas vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de travail à faire. Il y en avait beaucoup. Et ce qui était extraordinaire, c'est que je me suis rendu compte, quand on est pris dans notre histoire avec toutes nos affaires, on est tellement proche des fleurs du tapis que c'est bien difficile de ne pas s'enfarger dedans. Puis, il y a
y a des grands pans de choses qui nous échappent. Et Catherine, ce qu'elle m'a fait voir, c'était tous les angles morts de mon texte, les choses que je n'étais pas capable de voir. Ça a été le miroir de Méduse qui m'a orienté sur ça et qui m'a permis vraiment de resserrer mon roman, de resserrer l'intrigue, puis d'arriver vraiment aux choses essentielles. Et pour moi, c'était... c'est précieux, ce regard-là. Ça n'a pas de prix, ce regard-là. Et puis, je ne sais pas si parce que c'est qu'elle est écrivaine ou traductrice, ou je ne sais pas qu'est-ce qui lui a donné cette lecture aussi intelligente, mais c'est le rêve de tout écrivain d'être compris dans tous ces... dans toutes ces manies, dans toutes ces obsessions. Et puis, Catherine, ça a été vraiment ça pour moi. C'est vraiment une rencontre extraordinaire. Ben, je suis persuadé que ça donne le goût à bien des écrivaines et écrivains de travailler avec vous, Catherine Leroux. Je le recommande. Elle le recommande fortement. De votre côté, Martine, il y a eu quand même la place de la lecture. Bon, vous êtes une grande lectrice depuis toujours. Vous avez accompagné, moi, je suivais avidement vos recommandations dans la revue L'Actualité. La lectrice, donc, est très, très présente chez vous. Est-ce que vous avez fait un deuil de cette chronique-là que vous avez tenue pendant de nombreuses années? Comment la lectrice d'aujourd'hui, est-ce que c'est comme avant? Est-ce que vous lisez autant qu'avant? Ben, c'était toujours, j'ai toujours dit que j'utilisais deux cerveaux, un pour écrire puis l'autre pour lire, parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait de confusion entre les deux, puis ça fonctionnait assez bien. Mais avec l'actualité, c'est ça, il fallait que je couvre au moins 10 livres aux 2 semaines. Donc, il fallait que j'en lise 15 au moins. Donc, j'ai pris le rythme, j'ai développé des méthodes de lecture rapide. Je dois avouer que j'ai développé beaucoup d'impatience face à certains livres. Quand ça fait la 30e fois que je me tape un road trip sur la 132, je dis « OK, c'est correct ». mais la différence pour moi, ça a été que c'était extraordinaire l'actualité, parce que j'étais obligée de lire des livres que je n'aurais pas lus, surtout des livres de littérature étrangère. J'ai découvert des auteurs pakistanais, iraniens, malaisiens, etc. Et ça, c'était vraiment formidable. Et quand on se plonge dans un livre, en fait, on peut s'intéresser à n'importe quoi si on a un minimum de curiosité. Mais là, je dois dire que je lis juste les livres qui m'intéressent. Mais là, est-ce qu'on peut au moins vous demander une ou deux recommandations pour nos jours sombres de l'automne qui se dessinent devant nous? Ah, mais je ne sais pas. Malheureusement, je lis beaucoup en anglais. Je lis beaucoup plus en anglais qu'en français parce que je lis un livre par jour, un livre ou 2 jours. Donc, je suis vraiment une consommatrice. Puis, je lis sur liseuse aussi parce que je ne peux pas m'encombrer de tant de livres que ça. La gestion des livres, ça me fatigue. Mes bibliothèques a un nombre limité de livres. S'il y en a un qui rentre, il faut qu'il y en ait un qui sorte. Je ne vais plus être envahie par les livres. Donc, celui que j'ai lu absolument formidable, c'est le dernier Susanna Clark qui s'appelle Piranesi. C'est absolument incroyable. Mais je crois qu'il va être traduit en français bientôt. Donc, on surveillera ça actuellement. Puis peut-être pour conclure, je serais curieux de voir aussi comment, bon, c'est un détour obligé, là, probablement que vous l'entendez souvent cette question-là dans vos différentes entrevues, mais comment vivez-vous la période actuelle? Est-ce que c'est pour, comme plusieurs, un élément qui bloque votre processus créatif? Est-ce qu'au contraire, ça influence votre démarche? Est-ce que vous considérez que on ne pourra pas écrire tout à fait de la même façon après la crise qu'on traverse? Catherine? Mais comme moi, je suis souvent dans la petite anticipation. Je n'anticipe pas 100 ans à l'avance, mais quelques décennies. Puis beaucoup dans l'hyperbole aussi. Il y a une constante exagération des phénomènes dans mes livres. On dirait que j'ai l'impression que là, la réalité vient de me rattraper. Puis je me demande comment ça va. Je ne pense pas que ça va m'empêcher d'écrire dans le futur, mais je me demande comment... Puis je pense pas seulement à la pandémie, là, mais ce qui se passe au sud de la frontière, moi, je trouve ça, c'est ça, c'est plus fou que la fiction, là. Donc, je suis convaincue que ça va changer quelque chose, mais je ne sais pas exactement quoi. Je suis bien contente d'avoir terminé mon livre juste avant
bon, on est rentré en période d'édition en pandémie, mais j'avais fini le processus créatif. Puis je suis vraiment heureuse de ça parce que je pense que ça a été très difficile de se concentrer. Et je n'entendrai pas un nouveau projet cette année. J'ai l'impression qu'il faut que je laisse tout ça passer puis se déposer. Est-ce que ça trouve écho de votre côté, Martine Desjardins? Non, pas du tout, parce que moi, de toute façon, je suis une ermite. Je ne sors pas de chez nous. Le confinement, ça ne me dérange absolument pas. Ça n'a aucun changement dans ma vie. Pour moi, c'est une bénédiction parce que, premièrement, vu que je reste à Mont-Royal, il y a toujours beaucoup d'avions qui passent, puis là, je les entends plus. J'ai du silence. Et puis, non, pour moi, c'est une période très fertile. C'est une période que j'apprécie beaucoup. Je peux écrire quand les énergies du monde sont un peu à plat. Fait que en fait, ça m'aide beaucoup. Mais je crois pour mon inspiration future, je ne sais pas, là, je suis en train de penser à écrire un livre sur mon jardin. OK. Je vais me retrouver dans quelque chose de sécuritaire, je crois que tout de même. Non. On a déjà hâte de voir ça émerger, ce jardin qui sera assurément très touffu. Vénéneux, oui. Hein? Donc, ben voilà, ben merci à vous deux. Merci Martine Desjardins, merci Catherine Leroux d'avoir passé ce moment avec nous dans cette édition spéciale de notre festival littéraire. Non présentiel. Exactement. En tout cas, j'espère avoir l'occasion de vous accueillir toutes les deux dans un autre contexte, à la Maison de la littérature ou au Festival Québec en toutes lettres. Je vous souhaite également un bel automne à accompagner vos livres respectifs de façon un peu inhabituelle, notamment en l'absence de Salon du livre. J'espère que les lecteurs seront au rendez-vous, mais j'en ai aucun doute parce que je prédis un bel avenir autant à l'avenir, Catherine Leroux, qu'à votre méduse, Martine Desjardins. Alors, merci énormément. Merci Dominique. Merci beaucoup. Merci Catherine. Merci à toi.